de partager l'écran avec vous. Ça va vraiment vous permettre de mieux voir, hein, et ça va me permettre de mieux transmettre euh, la matière à vous autres, chers étudiants. C'est encore le professeur Jean-Clébert Jean-Charles. Et là, c'est notre prochain cours. On va parler d'abord l'environnement. On va parler comment l'environnement a une influence considérable sur le devenir de l'organisation et surtout le PESTEL. Et là, vous allez voir l'influence de l'environnement, hein, l'influence de l'environnement. Et ça va nous permettre de mettre en place aussi des stratégies pour essayer de contrecarrer l'environnement. C'est la politique même, manière d'agir. Et l'environnement, vous savez déjà, c'est le milieu dans lequel l'entreprise évolue, hein? Bon, l'homme évolue, mais c'est la même chose pour l'entreprise. Il y a le macro. Le macro, on retrouve des variables que nous appelons des variables sociétales qui ont rapport avec la société, les variables culturelles, par exemple, c'est-à-dire morales, religieuses, esthétiques même, en parlant du goût. Il y a des variables politiques, par exemple, un gouvernement qui décide de prendre des décisions politiques, là, on n'est plus rien, il n'y a rien qu'on puisse faire. On peut créer des groupes de pression, mais quand la décision est prise, la décision est prise. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle sur ça. C'est la même chose pour les variables réglementaires, comme les lois, hein, les règlements. Par exemple, le salaire minimum, le gouvernement décide d'augmenter ou de réduire. Ça ne se fait pas, mais si le gouvernement décide d'augmenter le salaire minimum, il n'y a rien qu'on puisse faire. On va devoir s'adapter à tout ça. Ensuite, les variables géographiques, la situation géographique même, la population qui grandit, etc. Là, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire, en tant qu'investisseur, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire là. OK? Et le méso-environnement, le méso, il y a les gens qui ne prennent pas en compte le méso. Le méso se situe entre l'environnement sociétal très large, c'est-à-dire le macro, et le micro. Voici ce que nous retrouvons dans le méso, par exemple les substituts. Les substituts, ce sont des produits qui sont directement ou indirectement substituables. Par exemple, le café, le thé, ou Coke, Pepsi, hein? Et il y a la filière de production également. Ce sont des biens qui sont nécessaires à la fabrication. Et en commençant, en remontant jusqu'aux matières premières. Ensuite, il y a l'environnement local qui est vraiment un bassin d'emploi pour l'entreprise. Par exemple, mon environnement local est important. Je vais dans une zone, c'est important d'avoir des gens de la zone qui travaillent dans votre entreprise. C'est important de le faire. Ça crée ce qu'on appelle vous montrer aux gens que vous êtes dans la zone. OK? Ensuite, il y a le micro. Le micro, c'est l'environnement qui est plus proche. Hein? C'est ce qu'on appelle la base de ce qu'on appelle la stratégie passive. Hein? C'est l'environnement spécifié, l'environnement c'est-à-dire les partenaires directs de l'entreprise, hein? Comme le réseau de fournisseurs, hein? Le réseau bancaire, les banques, ce sont des partenaires. Le réseau commercial, les grossistes d'État en fournisseurs, ces gens-là font partie de votre micro. Le réseau administratif, par exemple la DGI, la mairie de la zone, le ministère du Commerce, etc.
Et ensuite, il y a le réseau social. Le réseau social, on parle des syndicats, les chambres de commerce, etc. Maintenant, nous allons utiliser ces éléments-là, le réseau, pour pouvoir, excusez-moi, ce ne sont pas les réseaux qu'on va utiliser, mais l'environnement, nous allons voir surtout le PESTEL, comment ça a une influence considérable sur le devenir de l'entreprise. Et là, on va utiliser des méthodes pour pouvoir prévoir des choses. Là, il y a une méthode qu'on utilise en gestion qui s'appelle la méthode des scénarios ou des scénarios. Donc, c'est parce que l'environnement est vraiment incertain. Il y a les incertitudes que l'entreprise fait face. Par exemple, la crise économique, la mondialisation, la déréglementation de certains secteurs, etc., changement de vie, changement de technologie. Ce sont des éléments qui ont une influence considérable. Ce sont des incertitudes. Là, la méthode de scénario, ce qu'on va faire, on va imaginer des futurs pour l'entreprise. Hein? C'est-à-dire, si telle ou telle chose arrivait, et comment moi je ferais. Hein? C'est une analyse du macro. Ça va nous permettre d'identifier des scénarios. Et je vais vous donner un exemple tout de suite après. Un scénario, c'est quoi? C'est une représentation vraiment de différentes futures qui sont envisagées. Elle peut être utilisée dans le cadre lorsqu'on veut extrapoler des stratégies. Hein? C'est une démarche vraiment générale et elle peut aussi être envisagée lorsqu'on parle des possibilités d'évolution. Hein? On dit que l'environnement, l'évolution de l'environnement, et là, on doit mettre en place des réactions. Hein? On doit réagir. Là, il y a six grandes catégories. C'est le PESTEL, politique, économique, sociale, technologique, environnementale. Et je crois qu'il y a le légal et législatif que vous ne voyez pas ici, que je vais tout de suite vous faire voir ça. Hein? Et là, c'est le PESTEL. Hein? Et là, ce sont les 6 grandes catégories de variables. On regarde ces variables. Et ce sont les variables qui se trouvent dans le macro. Là, et ce sont des variables qui évoluent, qui changent. Elles peuvent apparaître brutalement. Par exemple, une crise pétrolière, c'est brutal. Un crash boursier, que nous n'avons pas de marché boursier en Haïti, mais une révolution technologique, hein, là, on va devoir s'adapter. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des facteurs qui sont vraiment lents, des fois qui sont prévisibles, mais qui évoluent des fois très rapidement. Des facteurs qui vont contribuer à modifier les règles au sein d'un secteur d'activité. Donc, les entreprises doivent alors chercher à s'y adapter ou à s'en protéger. Donc, la question que l'on doit se poser, quelles peuvent être les influences de ces variables dans le temps? Et à ce titre, il y a 2 éléments qui s'ouvrent devant nous, 2 éléments que nous devons considérer. D'abord, d'une manière générale, toutes les variables n'ont pas la même importance. Elles ont une influence, mais l'influence, c'est une influence
et qui n'est pas l'influence, par exemple. Je vous donne un exemple, l'influence politique en Haïti, la politique, ou bien cette variable a une influence énorme en Haïti, mais qui est probablement c'est quelque chose qui est différent au Canada, par exemple. OK? Euh, Là, deuxièmement, les variables peuvent contraindre les entreprises ou au contraire faire émerger de nouveaux marchés. Là, on doit savoir. Par exemple, le tremblement de terre a fait émerger de nouveaux marchés. OK? Donc, ça peut être source d'opportunités ou source de menaces. OK? Euh, donc, il faut regarder l'évolution de ces facteurs afin de poser des hypothèses. OK? Par exemple, lorsqu'on est dans un secteur où on doit faire beaucoup d'investissements financiers, là, il faut identifier les influences majeures sur l'environnement afin de prévoir ce qu'on appelle un RSI, c'est-à-dire un retour sur investissement. Comment on construit des scénarios? OK? On regarde sur les variables pivots, c'est-à-dire les 6 variables macro. Donc, on va essayer de faire un croisement de 2 variables dont l'influence est significativement plus importante. Ce qu'on fait, c'est on va utiliser cette technique. L'entreprise prévoit les stratégies qui sont susceptibles de s'adapter aux différents scénarios identifiés. Donc, il faut parler de scénario sectoriel parce qu'on doit le faire pour chaque domaine, c'est le DAS, les domaines d'activité stratégique. Donc, la première phase, je dois identifier les incertitudes, les changements dans la situation, les nouveaux entrants, les changements dans les secteurs, etc., les changements dans le domaine technologique. Et ensuite, il est possible d'identifier 2 types de variables. L'incertitude indépendante ou déterminante, ce sont ce qu'on appelle l'évolution, dont l'évolution est exogène. Elles prennent leur source à l'extérieur du domaine étudié, c'est-à-dire les opportunités et les menaces. Et il y a des incertitudes qui sont dépendantes. Les variables sur lesquelles l'entreprise peut agir, c'est-à-dire on appelle les forces et les faiblesses. Ça, par exemple, mes employés, ma mission, OK, je peux. Maintenant, deuxième phase, je dois déterminer les facteurs d'influence des incertitudes et je dois scorer, c'est-à-dire je dois donner une note pour le secteur concerné. Je vais identifier les impacts plus ou moins importants et pour cela, on va les classer selon une échelle de 1 à 5. Par exemple, si le facteur politique est plus important pour vous, vous pouvez lui donner soit 4 ou 5. Si le facteur économique est moins important, vous pouvez lui donner soit 1 ou 2. OK? Mais vous allez voir, et finalement, on construit un ensemble de scénarios, hein, et les menaces prépondérantes, opportunités prépondérantes, les forces et ce qu'on appelle les forces, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. OK? Et puis là, on va définir ce qu'on appelle, on reprend ces variables-là, on définit ce qu'on appelle, on va planifier des stratégies en fonction des 3 types de scénarios. Je vous donne un exemple pour vous permettre de mieux comprendre cette affaire-là. Et regardez ici, vous pouvez voir, ça c'est pour une entreprise qui évolue. Je vous montre tout de suite dans l'industrie pétrolière. OK, vous allez voir ici,
et les variables politiques. Là, si vous regardez l'impact de la stratégie de faible à fort. La politique, c'est 2, hein, pour pacte PME. Soutien du gouvernement, on a donné 3. OK? Au niveau de l'économie, le taux de croissance de l'économie, on donne 3 et prix de l'exploitation de l'énergie des installations, on donne 4. Mais au niveau sociologique, si on regarde ça, on peut avancer avec ça. Laissez-moi vous montrer. Et là, demande croissance, c'est 4. Demande croissance en énergie, on lui donne 3. Au niveau technologique, par exemple, il y a 4 pour nouvelles technologies, environnementales, épuisement des ressources, il y a 5, découverte de nouveaux gisements, il y a 5. Hein, ce sont des influences. Et si on regarde en ce qui concerne l'industrie pétrolière, c'est développement d'énergie complémentaire qui est 5, et aussi l'épuisement des ressources et la découverte de nouveaux gisements. Ce sont ces éléments-là qui sont qui ont une influence beaucoup plus, excusez-moi, sharing. Aïe, vous n'avez pas vu ça? Ouais, c'est ça. OK? Vous allez remarquer, politique ici, les influences, composantes, les impacts de la stratégie. Si vous donnez 1, ça veut dire c'est pas trop, l'influence n'est pas trop considérable, mais dans le cas de cet exemple que vous allez avoir vous-même, vous allez voir dans le cas de cet exemple, vous allez voir vous-même que les 5, par exemple, développement d'énergie complémentaire, 5, et puis épuisement des ressources, c'est 5, et puis découverte de nouveaux gisements, c'est 5. Ce sont ces éléments-là qui ont beaucoup plus d'importance, d'influence même sur l'entreprise. OK? Et là, je continue ici le cadre d'analyse de la culture d'entreprise. OK? On a terminé avec cette partie. Maintenant, on va voir le cadre d'analyse de la culture d'entreprise. Ce qu'on fait, on va faire une approche sociologique. On va regarder seulement les êtres humains, ce qui se passe avec les êtres humains. C'est comme on regarde l'entreprise, mais seulement au niveau sociologique. On laisse de côté les autres éléments comme la technologie, la prise de décision, etc., etc. On regarde seulement cette approche que nous appelons l'approche sociologique de la notion d'entreprise. L'entreprise, c'est une communauté d'individus là où on retrouve des intérêts divergents. Il y a des employés, des salariés, il y a les dirigeants, ceux qui dirigent l'entreprise, il y a les investisseurs, ce sont des gens qui apportent des capitaux. Ils ont tous des objectifs et des stratégies différentes. Et si vous regardez les salariés, leur logique, c'est quoi? Et l'épanouissement et la sécurité d'emploi. Je travaille quelque part, j'aimerais y rester, j'aimerais m'épanouir, etc. Mais le résultat que j'attends, c'est de garantir mon emploi, si c'est possible, en faisant un travail intéressant. Mais la source du pouvoir d'un salarié, c'est le savoir-faire. Ce que je sais faire, c'est mon pouvoir. Et ma stratégie, c'est l'adhésion. Okay? C'est-à-dire ce que j'essaie de faire. Je vais tout de suite corriger ça pour vous ici, chers amis. L'attrait de carrière. Donc, ce que c'est ça. Et là, on continue avec les dirigeants. Leur logique, c'est quoi? Ils veulent toujours maximiser leur profit. C'est normal. C'est normal. Et excusez-moi, c'est leur performance. Parce qu'ils veulent que ces gens-là soient, parce qu'ils veulent être évalués toujours en fonction de la rentabilité économique des capitaux.
Donc, le résultat, ou du moins, le but attendu, c'est garantir leur place. Ces gens-là veulent rester comme des dirigeants. Et ensuite, il y a les apporteurs de capitaux, les gens qui investissent. Leur logique, c'est purement financière. Ils recherchent avant tout de la rentabilité. Leur but, c'est de garantir leurs gains. Leur source de pouvoir, c'est le capital. Leur stratégie, ils élaborent ainsi une stratégie d'investissement ou de retrait. Si ça ne va pas pour eux, ils vont faire des retraits. OK? Donc, au niveau de la culture, est soudée, est ce qu'on appelle, elle permet de souder ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui se trouvent dans l'entreprise, OK? Ce qu'on appelle les gens qui y travaillent, OK? Là, ce qu'on fait, et la culture essaie de mobiliser, on essaie de mobiliser l'énergie, c'est à la fois l'identité qui est le signifié profond de la culture et je regarde les actions des dirigeants. C'est la même chose, l'identité. Et là, comme je vous dis, c'est le signifié profond de la culture et l'image, c'est la perception de cette identité. Comment les gens perçoivent l'entreprise. Et l'identité, ce sont les valeurs. Hein. Chaque membre de l'organisation adhère à une vision. OK? Donc, c'est ça, si vous regardez l'interdépendance entre le personnel, hein, les apporteurs de capitaux et les dirigeants. Il y a une sorte d'interdépendance entre ces acteurs, hein, parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Les employés, les salariés travaillent, les dirigeants vont gérer l'entreprise, les apporteurs de capitaux vont apporter leur argent et ils veulent toujours avoir ou bien faire du profit. OK? D'accord. Merci beaucoup. Là, on vient vraiment de terminer avec vraiment cette partie et je vous dis à la prochaine fois. Et là, je